Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va faire ensemble le bilan de la saison de l'Olympique de Marseille, saison 2022-2023, le parcours en championnat, le parcours en Ligue des Champions, le parcours en Coupe de France, l'entraîneur, les mercatos, etc. On voit tout ça ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Tout d'abord, tu as eu changement de décor, hein. Je suis dans la chambre de mon fils, comme très souvent, mais positionné autrement. Là, donc c'est le décor qui change un peu. Si t'aimes bien, tu me dis. Si t'aimes pas, tu me dis aussi. Puis si t'en as rien à foutre, eh ben, tu ne dis rien. Alors, bien entendu, j'ai pris des notes. On peut pas tout retenir avec tout ce qu'il y a à dire. Donc, on va retranscrire un petit peu ensemble toute la saison chronologiquement. D'abord, changement d'entraîneur. Igor Tudor, entraîneur croate de 46 ans, remplace Jorge Sampaoli, parti lui entraîner à Séville, qui depuis d'ailleurs n'est plus à Séville, qui est retourné au Brésil. Alors Igor Tudor, c'est un jeune entraîneur donc qui a fini 9e la saison dernière avec le Hellas Vérone en Serie A. C'est correct, vu l'adversité qu'il y a dans ce championnat. Mais c'est surtout un entraîneur qui change chaque année d'équipe. Il n'est resté que une fois 2 saisons dans la même équipe. Sinon, en général, il change chaque année d'équipe et il vient de nous le faire encore cette année. Il quitte l'OM pour une autre destination. Ça, on le saura très assez tôt. Alors, au niveau du mercato, donc les arrivées, les départs, on va commencer par les arrivées. Parmi les recrues, il y avait les joueurs prêtés depuis la saison dernière et dont le club a levé les options d'achat. Alors, ils sont 4. Il y a Paolo Lopez, 12 millions d'euros qui nous venaient de la Roma. Guendouzi, 11 millions d'euros qui nous venaient d'Arsenal. Under, 8,5 millions d'euros qui nous venaient aussi de la Roma. Et Milik, 8 millions d'euros qui nous venaient, lui, du Napoli. Dans les arrivées de cette saison, on a Jordan Verretou, 11 millions d'euros qui vient aussi de la Roma. On a engraissé la Roma, là on leur a lâché quasiment 30 millions d'euros en une saison. Suarez, le Colombien, 10 millions d'euros qui nous venaient de Grenade en Espagne. Unai, 8 millions d'euros qui venaient de Angers en cours de saison, il arrive au mercato d'hiver. Mbemba, libre en provenance de Porto. Alexis Sanchez, libre en provenance de l'Inter de Milan. Malinowski, 10 millions d'euros, arrivé cet hiver en provenance de l'Atalanta. Jonathan Klose, 7,5 millions d'euros en provenance du RC Lens. Vitinha, 32 millions d'euros, arrivé cet hiver en provenance de Braga. Isaac Touré, option d'achat levée aussi, en provenance du Havre, 5 millions d'euros. Eric Bailly, prêté par Manchester United. Tavares, prêté par Arsenal. Caboret, prêté par Manchester City. Et Ruben Blanco, prêté par le Celta Vigo. Quand tu entends cette liste, tu te dis c'est pas mal. Il y a des jolis noms et il y a des joueurs qui viennent de grands clubs. Manchester City, Arsenal, de l'Inter de Milan, de Porto. Tu te dis bon, l'OM tape dans des grands clubs. Bon, on s'apercevra qu'en fait, des joueurs prêtés comme Bailly, Tavares, Caboret, allez, on va dire c'est ballant. Bon, tout ça, c'est des joueurs qui n'ont quasiment rien apporté, quoi. Hein. C'est que des flops. Et d'ailleurs, tous ces joueurs-là, Bailly, Tavares, Caboret, vont repartir. Ruben Blanco va repartir au Celta Vigo. C'est dommage, j'aurais aimé voir un peu plus ce gardien. Le voir jouer peut-être un peu plus en championnat, quelques matchs en Coupe de France. Se le faire reprêter une saison, pourquoi pas, car pour moi, Paolo Lopez n'est pas assez rassurant et pas assez décisif. Au niveau des départs, donc. Alors, je te l'ai fait mélanger, hein, c'est pas dans l'ordre chronologique des départs. Gerson, qui est parti cet hiver, retour à Flamengo pour une quinzaine de millions d'euros plus des bonus. Kaletakar, Southampton, 8 millions d'euros plus des bonus. Bamba Dieng, 7 millions d'euros plus des bonus à Lorient. Lucas Perez, 5 millions d'euros au Fenerbahçe. Lucas Perrin, le Marseillais, 1,5 million d'euros à Strasbourg. Camara, libre, Aston Villa. Bakambu, libre, Olympiakos. Quand on voit finalement ce que fait Bakambu à l'Olympiakos, quand on voit ce que fait Vitinha chez nous, enfin bon, on va pas développer. Alvaro González, libre, qui a rejoint Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Mandanda, libre à Rennes. Targuelin, le jeune, qu'on avait pris aussi, mais je crois qu'il venait de Nice et qui n'a finalement jamais joué chez nous, libre pour le Havre. Pape Gueye, prêt à Séville, et je pense qu'il sera encore prêté la saison prochaine, où Séville lèvera l'option d'achat. Suarez qui a été prêté finalement en cours de saison à Almeria avec option d'achat qui devrait être levée normalement autour de 8 millions d'euros.
Lirola prêté à Elche qui va faire son retour. Amavi prêté à Retafe qui va faire son retour. On a prêté Isaac Touré à Auxerre en cours de saison. Et Conrad de la Fuente prêté à Olympiakos qui va faire aussi son retour. Pour Lirola, Amavi et Conrad, les prêts ne sont pas du tout concluants. Ça ne s'est pas bien passé pour eux. Et enfin, Radonjic prêté au Torino et Strootman prêté avec l'option d'achat au Genoa qui devrait lever l'option pour un montant d'environ 1 million d'euros. La Ligue 1 commence par un match à domicile contre Reims, victoire 4-1 avec un doublé de Luis Suarez le Colombien et un but de Tavares le Portugais. On se dit, bon, les recrues marquent des buts, 4-1, goal average +3, on commence bien la saison. Deuxième match, on fait 1-1 à Brest avec un autre but de Tavares sur une passe de Klose si vous vous rappelez, donc un piston pour un autre. Troisième match, OM Nantes, avec un but de Suarez, il provoque le but de la victoire, en fait c'est un CSC de Palois, rappelle-toi. Donc on se dit, bon, Suarez, joueur vaillant, qui percute, qui provoque, qui est un renard dans les surfaces. Bon, on a vu que finalement le renard, il était blessé, il tournait que sur 3 pattes. Quatrième match, Nice-OM avec une victoire 3-0, score acquis à la mi-temps, avec un doublé de Sanchez et encore un but de Tavares. Notamment ce match-là, Dimitri Payet avait fait un très bon match, très bonne qualité de jeu avec Sanchez en attaque. On passe directement au 6e match avec une victoire à Auxerre avec un but de Gerson et de Sanchez. 7e match OM Lille, victoire 2-1. 9e match Angers OM, victoire 3-0 avec des buts de Klose, Suarez et Gerson. 10e match, première défaite et notamment à domicile contre Ajaccio. On perd 2-1, on ouvre le score par Dimitri Payet, on prend 2 buts, il reste encore une bonne demi-heure de jeu et on est incapable d'aller chercher le match nul. Premier point perdu à domicile. On enchaîne après quelques défaites, notamment à domicile contre Lens 1-0, à Paris 1-0 avec ce fameux carton rouge pour Gigot qui est complètement imaginaire. Cette faute de main dans la surface non sifflée sur la frappe de Sanchez. Donc dans ce match-là, ça commençait à faire beaucoup. Pour souvenir, il me semble que l'arbitre c'était Clément Turpin. Ensuite, on fait ce fameux 2-2 à Strasbourg où on mène 2-0, on se fait remonter à 2-1 à la 76e et on prend ce but de Gamero à la 94e minute. 2 points perdus. On reçoit Lyon, on gagne 1-0 avec ce but de Gigot. Et là, on enchaîne une belle série de matchs. Monaco-OM. On mène 1-0. Monaco renverse le match, mène 2-1. Dimitri Payet rentre, passe décisive pour Verretou 2-2. Il obtient un coup franc dans les dernières minutes. Tu revois ce coup franc tiré de la gauche vers la droite avec cette tête de Kolasinac puissante à 2 mètres des buts sous la barre. Victoire 3-2 à la 94e minute et on va chercher 3 points à Monaco. Ça fait du bien. Celle-là, elle a fait du bien. Notamment dans ce match, il y avait la blessure malheureuse de Amin Harit qui ne pourra pas du coup aller au mondial avec le Maroc et qui ne rejouera plus toute la saison avec l'Olympique de Marseille. Trêve internationale, Coupe du Monde au Qatar, on reprend. OM Toulouse 6-1, plus gros score de la saison. On gagne 2-1 à Montpellier, on gagne 2-0 à 3. On reçoit Lorient, on gagne 3-1. On fait match nul contre Monaco à domicile avec un pénalty non sifflé sur une grosse faute dans la surface sur Kolasinac où il lui écrase complètement la cheville. Donc encore une fois, 2 salles, 2 ambiances, 2 équipes, 2 arbitrages. Tu vois, c'est quand tu joues contre certaines équipes, on prend des pénaltys. Pour nous, ça s'est pas sifflé. Donc on va pas refaire la saison, mais c'est des grosses fautes d'arbitrage qui ont influé quand même sur les cours des matchs. On va gagner 2-0 à Nantes, avec notamment le premier but de Unai. On perd le match à domicile contre Nice, 3-1, avec le premier match de Vitinha notamment. On va battre Clermont, 2-0. On gagne à Toulouse, 3-2. On renverse le match. On perd à domicile contre Paris, 3-0. On se fait gifler. Ça, c'était après la victoire en Coupe de France, mais on y viendra après. On gagne à Rennes 1-0. On fait ce fameux 2-2 contre Strasbourg où on prend 2 buts en 2 minutes. On mène 2-0. Bon, on joue à 10 contre 11. Et on prend 2 buts parce qu'on est incapable de tenir un score. Et là, j'en ai voulu à tout le monde, à l'entraîneur, aux joueurs. Encore 2 points perdus. On a perdu énormément de points à domicile. On fera le bilan à la fin des matchs. Je vous dirai le nombre de points exact. On va gagner à Reims 2-1 avec notamment ce but de Sanchez sur le dégagement de Pau Lopez. OM Auxerre, on gagne 2-1 aussi péniblement. Lens OM, on perd 2-1 avec encore ce fait d'arbitrage. On doit mener 1-0 sur ce but de Sanchez, refusé pour une faute imaginaire. La VAR a décidé d'annuler ce but sur un contact cuisse contre cuisse et évidemment Clément Turpin n'est pas allé dans l'autre sens. Et à partir de là, on a compris que ça serait très compliqué d'être deuxième. On va
gagné à Angers 3-1. Et puis après, c'est la débandade. On perd à Lille 2-1. On perd à domicile contre Brest 2-1. Et le dernier match, contre Ajaccio, qui ne servait plus à rien, on le perd 1-0. Le bilan de la saison. L'OM finit 3e avec 73 points. 67 buts marqués, 40 buts encaissés. On est la 6e équipe à domicile. C'est trop peu pour espérer faire mieux qu'une 3e place. Avec seulement 34 points, on a fait 4 nuls et 5 défaites à domicile. Donc on a perdu 5 x 3, 15 et 4 nuls, donc 8 points. On a perdu 23 points à domicile. Alors je ne te dis pas de faire un carton plein, mais 23 points c'est beaucoup trop. On n'aurait perdu qu'une dizaine de points. Je ne te dis pas qu'on cherchait le titre, mais on aurait été 2e à l'aise. À l'extérieur, on est la 2e meilleure équipe avec 39 points derrière le PSG. Meilleur buteur en championnat, Sanchez, 14 buts et 3 passes décisives. Pour sa première saison à 36 ans, c'est quand même un très très beau bilan. Meilleur passeur, Jonathan Klaus avec 9 passes décisives et je crois qu'il a mis 2 ou 3 buts. Les autres buteurs sont par exemple Chancel Mbemba avec 5 buts, Tavares 6 buts, qui aura fait illusion en fait en début de saison et puis après on s'apercevra en fait qu'il était complètement éclaté comme joueur avec un QI foot très bas, peu de réflexion dans le jeu, alors que du physique, que de l'explosivité, des centres qui partent au 4e poteau, des frappes qui se sont logées sur Saturne. Enfin, ce joueur, voilà, son bilan, il est à 20% positif et tout le reste n'est pas bon, quoi. L'OM et la Ligue des Champions 2022-2023. On tombe dans le groupe avec Tottenham, Francfort et le Sporting. Au vu du tirage, on a osé espérer, moi le premier, finir au moins 2e. Se dire, allez, cette année, c'est pour nous, il y a la possibilité de finir 2e. Eh ben non, encore une fois. On a limite un tirage d'Europa League, sans manquer de respect à ces équipes-là, mais excusez-moi, mais Francfort, Sporting, c'est du niveau Europa League. J'enlève Tottenham, qui est une équipe régulière en Ligue des Champions. Le reste, c'était normalement à notre portée. On perd le premier match à Tottenham malgré une très bonne première mi-temps où on tient cette équipe, on fait le jeu, on est même meilleur qu'eux. On prend un carton rouge sur Mbemba, sur une faute un petit peu inutile et ridicule. Ça fait basculer le match et on perd 2-0. On reçoit Francfort et on perd 1-0 dans un non-match complet. Avec un coaching de Tudor encore. En fait, son coaching toute la saison, on en reparlera après. On reçoit le Sporting, on gagne 4-1 avec des buts de Sanchez, Harit, Balerdi et Mbemba. On va au Sporting au match retour, on gagne 2-0. Bon, ils finissent à 9 contre 1, mais c'est comme ça, ils prennent des rouges, c'est pas notre faute. Avec des buts de Guendouzi et Sanchez. On va à Francfort pour conserver notre 2e place. À ce moment-là, on était 2e. On perd 2-1 à Francfort, avec un but de Guendouzi, et c'est Colomwani qui donne la victoire à Francfort. Et enfin, le dernier match qui pouvait nous permettre d'être 2e et d'aller en 8e de finale de Ligue des Champions, il y avait la possibilité. On reçoit Tottenham, on mène 1-0 avec ce but de Mbemba sur corner, cette tête puissante, tu t'en rappelles. On se fait égaliser en début de seconde mi-temps. 1-1, on est 3e. On essaye, on pousse, mais à la limite on essaye trop et on se retrouve plus qu'à 1 ou 2 défenseurs derrière. On se prend un contre à la 93e. On prend un but de Tottenham et on est 4e. On était 2e à un certain moment du match, voire je crois même premier en menant 1-0, et on finit 4e dans le même match. Plus aucune Coupe d'Europe. Pas d'Europa League, pas de Conference League, plus rien. Sur ce match-là, et sur le match d'avant contre Francfort, Tudor s'est permis de se priver d'un joueur technique qui pouvait te faire basculer le match comme Dimitri Payet. C'est pas pour défendre Payet ou de faire le ultra Payet, etc. Mais sur ces matchs-là, il aurait pu apporter quelque chose, mais Tudor a estimé que ce n'est pas nécessaire. Donc le bilan en Ligue des Champions, il est pas bon. Il est pas bon du tout parce que on finit 4e. Alors certes, on fait pas 0 points, heureusement, dans ce groupe-là, il me aurait manqué plus que ça. On gagne 2 matchs sur 6, c'est trop peu. Voilà, c'est trop peu. Il aurait fallu, pour bien faire, pour au moins avoir 8 points, 3e, faire au moins sortir 2 nuls, quoi. Un nul contre Francfort et un nul contre Tottenham à domicile, c'était le minimum. C'est vraiment dommage parce que chaque année, on se dit, allez, on peut faire quelque chose. Et en fait, chaque année, il nous manque cette grinta, cette rage de vaincre, en fait. Tu sais, ce qu'avaient par exemple les équipes de Didier Deschamps, la saison 2012, où on va en quart de finale de Ligue des Champions avec une équipe, mais quand tu regardes sur le papier, elle était en théorie moins forte que ce qu'on a maintenant, mais tu avais des guerriers, tu avais des battants, et tu avais un entraîneur qui avait une culture de la gagne. Tudor n'a pas su remobiliser ses troupes, leur donner un élan
de positivité, de leur donner l'envie d'aller chercher les victoires, savoir les haranguer. Non, ça, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire. Peut-être qu'il savait le faire en tant que joueur, mais il ne sait pas le faire en tant qu'entraîneur parce qu'il a un défaut d'ego en fait surdimensionné, il a un orgueil. Et puis je pense que c'est pas un meneur d'homme en fait. Pour les buteurs, donc en Ligue des Champions, on a 3 buteurs à 2 buts, Sanchez, Mbemba et Guendouzi. Voilà. Les autres buteurs sont Harit et Balerdi avec 1 but chacun. Et enfin, la Coupe de France, je rigole mais je rigole jeune. Hein. On commence par un match en 32e de finale contre le FC hier, on gagne 2-0 avec cette fameuse faute d'Eric Bailly qui lui aura valu 9, 10 matchs, je sais plus, enfin c'est scandaleux, même si le joueur en face a été gravement blessé, mais la faute elle n'est pas intentionnelle. Donc c'est encore une sanction démesurée pour l'Olympique de Marseille. En 16e, on reçoit Rennes, on gagne 1-0 avec un but de Guendouzi. Le quart de finale, le 8e de finale contre le PSG, dans une ambiance volcanique. D'ailleurs, petite parenthèse, stade plein toute la saison. Respect aux ultras. On a joué à guichet fermé toute la saison. Quelle équipe de Ligue 1 peut prétendre avoir fait ça une année, une saison? Aucune. L'OM a battu le record d'affluence cette année-là. Donc ce match contre le PSG, on le gagne 2-1 avec des buts de Sanchez et de Malinowski, ce fameux but de Malinowski, cette frappe puissante, tu sais. Alors on avait mangé les Parisiens sur ce match, hein, on avait joué comme des hommes, hein, on avait porté nos couilles, pressing très haut, agressivité sur le porteur du ballon, justesse technique, des ingrédients qui font que tu gagnes des matchs contre ce genre d'équipe. Quelques semaines après, on rejoue le PSG, on se fait éclater 3-0. Les ingrédients n'étaient plus les mêmes. C'était plus la même soupe là. Et enfin, ce quart de finale, contre Annecy. On ouvre le score 1-0 par Verretou. Tu te dis, bon, c'est Annecy, on est en quart de finale, c'est la voie royale après. Il restait des équipes comme Toulouse, Nantes, sans manquer de respect à ces équipes-là, mais c'était pour toi en fait. Et on perd ce match au tir au but. On se fait mener 2-1 par Annecy au Vélodrome. On égalise dans les arrêts de jeu par Mouguet sur un but qui est un peu chanceux. Et on perd au tir au but. Pendant le match, Sanchez a une opportunité sur un penalty de renverser, d'égaliser plus rapidement, mais il tire très très mal son penalty, je trouve. Le fait d'égaliser plus rapidement, avec la pression du public, je pense que Annecy aurait craqué. On aurait pu renverser le match pendant le temps de jeu normal, hein, pendant les 90 minutes. Mais c'est le tournant du match. Le fait d'avoir raté ce penalty, Alexis Sanchez, on va pas lui en vouloir. Hein, il a fait quand même une très très belle saison chez nous. 18 buts, toutes compétitions confondues pour Alexis Sanchez. C'est beau. En une saison. Et donc on se fait éliminer honteusement contre Annecy, qui perdra après en demi-finale. Hein, logique. Et puis là on s'est fait moquer par tout le monde, mais à juste titre, quoi. Tu élimines le PSG, l'ogre, hein, l'ogre PSG, en jouant d'une manière, si on avait joué ne serait-ce qu'à 50% de ce qu'on a mis comme intensité contre Paris, on aurait mis ces 50% contre Annecy, mais tu gagnais haut la main. Seulement non, on s'est vu trop beau. Et c'est là que j'en veux, bon, aux joueurs, mais surtout aux coachs. Tu dois savoir transmettre un discours. Tu dois savoir haranguer tes joueurs, leur dire attention. À 1-0, c'est pas gagné, on continue, on presse, vous allez me mettre le pied sur le ballon, vous allez les manger en fait. Il ne sait pas faire, c'est pas un meneur d'homme, il n'a pas une mentalité de gagnant, il est juste un orgueilleux avec un ego surdimensionné. Didier Deschamps savait gagner des trophées. On a gagné 3 coupes de la Ligue avec Didier Deschamps, c'est pas pour rien. Il savait gagner des matchs, même contre les petites équipes, même contre quand c'était compliqué, qu'il fallait aller chercher une victoire sur un match, sur les matchs de coupe, il savait faire. Tudor ne sait pas faire. Contre Annecy, il a sa grosse part de responsabilité. Bon, les joueurs, hein, vous êtes des joueurs pro, vous auriez dû faire mieux. À 2-1, tu dois te bouger le cul, tu dois aller chercher l'égalisation beaucoup plus vite que ça, tu dois les manger, tu dois retourner le match. Mais ce coach-là n'a pas les capacités mentales pour transmettre, transmettre des messages positifs et de vaillants et de battants à ses joueurs. Voilà, donc je suis content de son départ. Donc en gros, cette saison, est-ce que le bilan d'Igor Tudor est positif? Non. On finit 3e dans un championnat où Lyon a été mauvais, Monaco a été mauvais, Lille et Rennes, je les mets dans le même sac, ça a été moyen. Nice a été mauvais. Lens a fait une très très belle saison.
et deuxième, et c'est mérité. On a perdu nos 2 matchs contre Paris, nos 2 matchs contre Lens, on est largement à notre place en fait. Oui, Tudor a gagné ses 2 matchs contre Lyon. On gagne notamment contre Lyon 2-1 avec ce but à la fin, là, tu sais, ce CSC de Malo Gusto. Oui, il prend 4 points contre Monaco. Oui, il prend des points contre Lille et Rennes, mais c'est pas suffisant. Dans les confrontations directes, même s'il y a eu des faits d'arbitrage, il s'est fait manger à chaque fois, tactiquement, et il n'a pas su en fait aller chercher des nuls ou pas perdre des matchs en fait. Voilà. Donc 3e, 73 points, éliminé de phase de poule d'une Ligue des Champions qui était plus un groupe d'Europa League de Ligue des Champions. Coupe de France éliminé par Annecy. Donc non. Au revoir Igor Tudor et merci pour rien. Voilà. Maintenant, il va falloir trouver un autre entraîneur. Le nom qui ressort le plus ces derniers temps, c'est Marcelo Gallardo, l'Argentin. Pourquoi pas. Il y a un mercato à préparer, il y a des joueurs à remplacer, il y aura beaucoup de départs. Il va y avoir des retours de prêt notamment. Il va falloir se débarrasser de certains joueurs. Il va falloir recruter intelligemment. Il y a cette fameuse vente OM qui gravite autour du club, qui pour moi, pour l'instant, n'est qu'une rumeur, c'est que du blabla, c'est que mon avis personnel, mais va voir ma vidéo précédente et tu sauras pourquoi je dis ça. Écoutez, pour la saison prochaine, j'espère qu'on fera mieux, c'est-à-dire déjà être 2e, se qualifier en Ligue des Champions via le tour préliminaire, et ça serait bien d'aller chercher un trophée, un titre, une Coupe de France, quelque chose, quoi. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.